Oui, alors, là, je profite, hein. Euh, pour les membres du jury qui sont là, pour parler au micro, pour qu'ils, eux, puissent s'entendre, il faut allumer les micros, il y a un bouton, mais il faut l'allumer et attendre un tout petit peu. C'est le temps que les micros se connectent à la visio, donc à peu près 2, 3 secondes. Et après, vous pouvez parler, tout le monde entendra. Oui. Non, oui. Alors, je profite, hein. Ceux que são, pessoal que está conectado na stream, vocês estão me ouvindo? Se tiverem, responde aqui no chat, só para eu confirmar. Ouais. Nabil, est-ce que vous pouvez couper votre micro, s'il vous plaît, parce que c'est très bruyant ici. Je ne sais pas si c'est chez vous, si c'est chez Brahim, mais là, c'est mieux. Merci. Ótimo, o pessoal está ouvindo. Então tá tudo certo. Obrigado aí por confirmar. Tudo certo na stream. Não falta Florent Tanguy ainda. Oui, normalement oui. Pas encore, ouais. Bon, faut attendre son retour. Bon. Si vous voulez des viennoiseries, servez-vous, hein. C'est à vous aussi. Encore. Là, on attend juste le train pour pouvoir démarrer la soutenance. Ouais, je sais pas pourquoi. On entend dans la salle les micros ici. Je sais pas comment faire. Ou un peu peut-être, mais allô? Non, il y a toujours l'écho qui revient. Je sais pas si on peut étendre les sons de la salle. Ouais, c'est ça. Non, je fais ça. Allô? 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 Vous m'entendez? Ouais, c'est pareil ici. Allô? 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 Ouais, non, c'est pareil. Bon, c'est pas très grave, hein. Ça va être un tout petit peu gênant, mais peut-être ici. Allô? 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 Non, pareil. Bon, laisse comme ça. Ouais. C'est pas ici, hein. Alors, Brian, est-ce que vous pouvez couper votre micro parce qu'il y a du bruit ici? Ouais. Les trucs, c'est que je sais pas où le faire en fait, hein.
Normalement, vous pouvez parler, hein, si vous allumez les micros, il va entendre aussi. Voilà. Ouais, c'est vrai. Oui. Alors, Brian, est-ce que vous pouvez couper votre micro parce qu'il y a du bruit qu'on entend ici? Ok, parfait. Ouais, faut peut-être appeler les services techniques parce que je sais pas. J'ai essayé ici les réglages des sons, mais ouais. Là, en fait, on entend l'écho un peu trop fort. Ah, c'est juste là. Ok. C'était plus simple que prévu, hein. Oui, c'est parfait. Merci. Ok. Alors, est-ce que vous m'entendez bien comme ça? Juste fait un petit signe, quoi que ce soit, si vous m'entendez bien. Ok, parfait. Nickel. Oui. Okay. So, good morning, everyone. The defense will be held in English so that everyone can understand, even people that are remote. So, good morning. My name is Rafael Leopoldo, and I'm here today to defend the work that I have developed during my PhD entitled Modeling and Control of Robotic Flexible Endoscopes Using Machine Learning. And this work, as said, as presented by Monsieur Laroche, has been
supervised by Florent Najot and directed by Michel de Batlan. It is being today evaluated by Tanguy Redas, Brahim Tamadaste, Edouard Laroche himself, and Nabil Zemiti. For an outline of the presentation, I'm going to start giving a little bit of context so you understand where my work is actually situated. Then I'm going to present some state-of-the-art approaches on the control of the systems that I'm interested. Then I'm going to explain some approaches that we have developed for the control of cable-driven instruments as well as flexible endoscopes. And finally, a framework generalization of what we have developed for other kinds of systems as well. And I'll finish with some conclusions and perspectives of this work. So to give a bit of context about what I have developed, in my thesis we are interested on endoluminal surgeries, which are surgeries completely performed by the use of flexible endoscopes and flexible surgical tools. And this kind of surgery is really interesting because it uses a natural orifice as an entry point. So in the case, since we're interested on the gastrointestinal tract, it's mostly the mouth or the anus as entry points. And these surgeries, they are performed inside the lumen, also, what it means is a tunnel inside the patient's body, and it has several advantages for the patients. It has a reduced rate of infection, reduced recovery time. It also has no external scars, so it's very interesting. However, and given the increase on the demand of this kind of procedures by the patients, we had different companies and labs developing some manual platforms to increase the complexity of such of the gesture that can be performed by the surgeons, like the R-scope and Endosamurai from Olympus, or the Anubiscope from Karl Storz, or the Cobra from USGI Medical. But all of these systems, although they increase the complexity of the gesture that can be performed, they all fall short in terms of usability. They are very complex to actually control and increase the mental load of the surgeons. So we end up with operating rooms looking like this, with a lot of surgeons cramped on a very single space and requiring a lot of cooperation. Each surgeon is actually controlling a single tool, one controlling the endoscopes and the others controlling flexible tools. So this is very complex to perform, and it takes away the usability of a single surgeon performing the surgery. So to try to solve this issue, some other labs and companies try to go towards robotics, which can use the increased maneuverability of the systems, but simplify the control. So we have some different philosophies from the approaches using for the master and the easy endo. Actually, they have some endoscopic robot instruments that is placed on top of classical flexible endoscopes. So only the instrument is actually robotic. And on the other side, we have completely robotized systems like the Da Vinci SP from Intuitive or the S-Port from Titan Medical. And I'm actually working with one completely robotized system, which is the Strass platform. So it allows for a single surgeon to control not only a flexible endoscope, but as well two surgical tools in a much more intuitive manner, because the interface in which it controls the tools actually resembles the way that the tool moves inside the patient. And here's a look at the endoscope that I'm actually mostly working with. And it is the Anubiscope. It's the same one that I presented before, which is a dual channel surgical endoscope. And the Strass platform is actually the robotized version of the Anubiscope. So it has two channels that you can see here, in which we can pass the surgical tools as well as the endoscopic camera over here. And the third channel mostly used for insufflation, but also we can pass a third tool that is not robotically controlled. And this is quite a large endoscope. It has 16 millimeter diameter, so it's mostly suited for lower endoscopy applications. And this kind of system, although in a teleoperated context, it works quite well. When we want to perform some automatic movements, it becomes quite challenging, mainly because of the imprecision of the kinematic modeling. What I mean by that is that we are trying to perform those trajectories here indicated in blue, and we end up performing the trajectories indicated in red, and mainly because we don't know precisely their kinematic model. And the reason why those kinematic models are so imprecise comes from the own nature of the tools. The fact that they are actuated by using a cable transmission
meaning that we're using long cables to transmit the motion from the proximal side, the side where the surgeon is located, to the distal side, where it is the flexible controlled part of the tool. It's usually done by, as I said, long antagonistic cables, and the interaction between these cables and the sheaths inside the passive body of the endoscope actually introduces several nonlinearities like internal friction, elongation, which are very complex. And they introduce actually some hysteresis circles. Here you can see in this picture, we have in black the actual analytical model for this kind of system, and in red and blue, you can see the actual measured experimental characteristics on a single endoscope. So here is one of the axes of the endoscopes, and the other one here in blue. As you can see, it has a great variability from the actual analytical model, but as well, one from the other, they are very different. And the result of this hysteresis circle, a cycle that you can see here, is it is perceived by the surgeon as a non-responsiveness of the system, like a delay. So it actually can greatly reduce their performance in their precision during the surgical gesture. So given all that, what we want to do is try to model these nonlinearities and then compensate them using control methods. So to give you, we are not the first group to try to solve this issue, of course, so I'm going to show you some state-of-the-art approaches and that are classified in different, I think Nabil deconnected. Is everything okay, Nabil? You can open your microphone. For me, it's okay, but we have a very bad noise. Okay. 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 So coming back here, so state of the arts, we're not the first one to actually try to solve this issue, and we want to show you some classes of approaches that have been developed over the years to solve this particular problem. The first class would be try to actually, and the first instinct would be to actually model the interactions between the cables and the sheaths inside the endoscope. The main issue here from the approach from some, they try to model the elongation of the cables inside the endoscope, but the main issue with this kind of approaches is that we require to add some sensors that are usually not available on classical endoscopes, like force sensors to actually measure the tension on different points of the cable. You actually need to know as well the configuration of the cable inside the endoscope, which is not realistic at all in an operating room setting. So it's very hard to transpose from a lab environment to an actual operating room environment. That's the main issue with this kind of approaches. Then we have some approaches that we add new sensors to the system in order to actually measure the shape of the tool. So here from the approach from Royce, they add fiber Bragg grading sensors in order to measure the shape of the tool. That is a great idea. However, on a medical field, this poses a great technological challenge, embedding those sensors on a surgical system. Then, instead of adding new systems, new sensors, we can actually use the sensors that are readily available on any flexible endoscope, which is the endoscopic camera. So on the approach from Cabras, what they do is use the endoscopic camera to try to estimate the pose of the flexible surgical tools, and then actually know what's its pose on using only the feedback from the endoscopic camera. The issue with using only the endoscopic camera is that the frame rate is actually quite reduced. Usually it's on the order of 25 to 30 frames per second. And if you want to compensate for high dynamic movements, like the physiological motion of the body, it's usually not sufficient. We need something that can predict these nonlinearities in a higher rate. And then we have the last class that I want to present, which involves the use of machine learning, which is a great idea. Machine learning allows to model several nonlinearities without even being specified. And on the approach from Xu, what they're doing is actually trying to find the link that directly links the 3D position of the endoscope with the actuation. And what I mean by that, with 3D position, the task space of the endoscope and actuator space, actually when we are modeling this kind of systems, continuum systems, usually we work on 3 different spaces. We have the task space, in which the task is actually defined, and usually what we want on this case, we are only interested on the position of the end effector of the endoscope. When we work on a different space, on the configuration space, on this case,
we're actually interested on the shape that the endoscope is having, or this continuous system during manipulation. So here we are actually interested on the shape. And finally, the actuator space is where we are talking about the actuation, what kind of actuation we have, if we're using cables, rods, tubes, what's the displacement of those cables inside the tool itself. So then it becomes very specific to the system itself to know the link between this actuator space configuration test. So on the case of shoe, what they do is try to ignore the configuration space and do a direct link from the position to the actuator. But the way that it is presented, it is not possible to take into account the hysteresis effects that I just showed before. And it also requires a lot of points, which translates to a long training time. And finally, it's not suitable for an operation. We cannot expect a surgeon to wait 2-3 hours for us to train our models in order for them to perform a surgery. So to give you a little bit of specifications of what we want from these for the methods that we want to develop, it must be precise. In a surgical field, usually we require a 1 millimeter in terms of positioning of the tools. It must be flexible, able to take into account several nonlinearities. As you saw, there's a great variability in the functions that we need to learn on one tool, especially when we go from different tools. It must be fast so that we cannot ask the surgeon to wait for very, very long. We usually estimated around 7 minutes in the training because it corresponds to around 10% of the average time to perform endoscopic submucosal dissections, which is the average is around 66 to 70 minutes. So we estimated 10% of that time for the training. And we do not want to add any embedded sensors. So just use, at most, external sensors or the ones already presented on the endoscope itself. So here, given all these specifications, I'm going to present to you now the approach that we actually developed. We want to use the powerful modeling power of machine learning, but not to use it in a naive way in which it would be very costly in terms of training. So we want to incorporate some knowledge from the kinematics of the tool in order to make it more efficient. So before talking about the method itself, I'm going to present to you the degrees of freedom of the instruments that I'm actually working with. So the ones that I work, they have 3 degrees of freedom: translation, bending, and rotation. And if you look from the top, you can see that the translation joints will only have an impact on the depth of the tool, while the bending joints will have an impact on both the depth, but also a variable that we're calling the radius. And why it's called the radius will be clear in just a second. If we change the point of view for the front, we can see that the rotation joint will define a circle with a fixed radius, and this radius is only defined and only be changed by the bending joint. And finally, the rotation joint will only have an impact on the rotation of the tool. So the idea of our method is to actually learn those impacts that I just showed you separately, and then combine them using the classic kinematic model of the tool. So what I actually mean by that is that from this front view, we can see that we are learning a function that will link the actual rotation of the tool with the rotation of the rotation joints, the actual radius of the tool with the actuation on the bending joints, then the difference in depth with the actual actuation on the bending joints, and the last function is the actual translation of the tool with the actuation on the translation joint. So we learn those effects separately, and we combine them using the classic kinematic model. The algorithm we were using for training these models is actually called the extreme learning machine. It is actually a simple feed-forward neural network, with the only difference being on the training phase. Instead of performing an optimization on the output weights, and input bias, we're actually going to randomly assign, using a uniform distribution, the input weights and input bias. And because of that, we can actually find an analytical solution for the output weights. And this means that this model is very fast to train, and it generalizes very well, provided that we have enough nodes on the hidden layer, which is the only hyperparameter that we need to tune. It's actually also simple to tune. The inputs and outputs that we're using, this is a supervised machine learning algorithm. We need input-output pairs. The inputs are the distal variable that we are training, either the rotation,
the radius, or the translation of the tool. But we also added a new input, which is the displacement direction. The displacement direction actually allows us to know in which branch of hysteresis we're currently into. Either we are going on the forward direction or we're going back. We know which branch we currently are. And as an output, we recover the motor position required to achieve said distal variable. Here's a look on our experimental setup. For measuring the inputs, we use stereoscopic cameras and fiducial markers here on the tools. And with the stereoscopic camera, you can measure the 3D position of the tools. And for the motor part, we have encoders for each of the joints. Then we have the input-output pairs required for the training. So here's a look on our training procedure. As I said, we're going to learn those effects separately. So the idea is that we're going to fix the rotation joint in translation and then only perform forward and backward movements on the bending joint. Then we do the same for the other joints, meaning that we fix a certain bending and then in certain translation, and then only perform forward and backward movements on the rotation joints. And finally, fix the rotation and bending and perform forward and backward movements on the translation joints. Those are not continuous movements. We actually do point by point. And here's a look on the training sets after being processed. As you can see, we have 3 different sets of data. And by training separately and using the kinematic model to generalize, we actually are able to generalize over the whole workspace comprised within this data. So we do not need to go through every single point of the workspace, but we can still generalize over it. So that's how we make our approach much more efficient than others in terms of the training phase. For the training procedure, so here I'm representing the whole training data set by cloud data. So we're actually going to randomly separate them in 2 data sets, one for training and one for testing, in which 90% of the points are for training and 10% for testing. And this allows us to not have issues with overfitting or underfitting. And for the hyperparameter tuning, what we're doing is actually first analyzing what we're calling the validation curve, which we have a large data set composed in our case of 2,000 points. And then we train our models by changing the amount of hidden nodes on the hidden layer. And then after a certain time, when the complexity of the model increases, we actually reach a plateau, which means it doesn't matter if we add more hidden nodes, if we increase the complexity of the model, we will still have the same performance. So that's how we actually tune the single hyperparameter of our learning model. And then, given that we have the no amount of nodes that works for our model, we analyze the learning curves in which we have the set number of nodes, and we change the amount of points used for training. As the same effect, after a certain time, we reach a plateau. It doesn't matter if you add more data, we still have the same performance on the prediction of our model will predict with the same performance. So that's how we set the amount of points needed for training and the amount of hidden nodes for each model. Here's a look on the models that we have. We have for the inverse rotation model that links the actual rotation with the rotation joint. We needed 15 nodes for training, 300 points, and we achieved a 0.958 fitting indicator. This is a normalized RMS error, and it has been used, it has been measured only using the testing data, meaning that it is using data that has never been seen by the model before. Here's a look on the inverse radius model that links the actual radius of the tool with the actuation of the bending joint. So we use 50 nodes, 300 points, and achieved the 0.983 fitting indicator. And using those same 300 points, we also trained the direct bending model that links the difference in depth during bending with the actuation of the bending joints. So we use 50 nodes, the same 300 points, and achieved 0.983 fitting indicator. And the last model is the inverse translation model that links the actual translation of the tool with the translation joints. So we only needed 10 nodes, 100 points, and achieved the 0.979 fitting indicator. It's a much simpler model than the others. And to try to validate these models, we actually performed some open loop trajectories. We defined some spatial trajectories to be performed by the tool. And then we use our models to predict the motor position to actually perform them.
So here's a look on several different performance trajectories, sorry. Here's the first look on a 2D trajectory, which we're performing a ellipse on the XY plane. So we're only actuating the translation and bending of the tool. And we achieved a 0.5 millimeter RMS error, which is a great result, especially compared with other state-of-the-art approaches and classic kinematic modeling. We have a comparison, direct comparison here with an approach from Shu, in which I showed you at the beginning on the state-of-the-art presentation. And using their method with our tool, we actually achieved a 8 millimeter RMS error. So in using much less points than they actually use. For our case, we use 400 points for training. On their case, we used 2,000. So with 5 times less points, we were 16 times more precise. We also performed some 3D trajectories. Here's an ellipse on the XZ plane that is slightly tilted. So the movement is something that resembles this. And we achieved 2 millimeter RMS error, which is higher than the ones on the 2D case, but it is still a great improvement regarding other state-of-the-art techniques. So as a conclusion for this first part, we achieved having a much more efficient machine learning-based modeling, you being much more faster on the training phase than other state-of-the-art approaches, and also with a great increase in precision. Then we asked ourselves, is it possible to extend this approach and apply them to flexible endoscopes that have different degrees of freedom? They do not work the same way as the cable-driven instruments. The flexible endoscopes, they actually have coupled joints when you're talking about the actuation to the task space. And what I mean by that is that when I'm changing the actuation here, I'm having a coupled effect on the task space, which was not the case for the cable-driven instruments. So how do you adapt that same method that I showed before that was based on the decoupling of the different joints? Our idea was to actually not work on the task space, but rather work on the configuration space. So instead of linking the actuation with the actual position of the tool, we are going to link the position of the actuation with the shape of the tool. However, for that, we actually need to have some hypotheses on the shape of the instruments, and we are going to, the additional hypothesis with comparison to the cable-driven instruments is that the endoscope will define an arc of a circle with a constant curvature during bending. So that's the additional hypothesis that so that we can define a resulting bending angle, here described by beta, that can then further decompose into orthogonal components that are actually decoupled. I'm going to show what those orthogonal components are by analyzing the degrees of freedom of the flexible endoscope. So as you can see in red, we have the bending on the X plane that is actuated by one pair of cables. And we have the bending on the Y plane depicted in green that is actuated by an orthogonal pair of antagonistic cables. And when we combine those bendings represented by the green and red endoscope, we actually can position the flexible endoscope on any point of the XY plane on its workspace. And looking from the top, we can see that the proportion between those bending angles will actually define the rotation of the tool, while, so given a certain proportion to change, the rotation with respect to the endoscopic frame, and given a certain proportion, if we increase the bending on both joints, we will have, we will go further away from the origin. So that's why those bendings are actually, those bending angles, those joints are actually coupled on the task space, but if we look on the configuration space, they're actually not coupled. So the idea is that we are going to actually learn the functions that are linking the actual bending joints on the X plane with the cable displacement on the X-axis, and another function that will link the bending angle on the Y plane with the cable displacement on the Y-axis. And then, by knowing those two bending angles, we can combine them and reconstruct the shape of the endoscope and finally get to the task space, actually know the 3D position, 2D position in this case for the endoscope. And the algorithm that we're using is different from the other one. We are using a Gaussian process regression. How is a Gaussian process is actually an extension of a Gaussian distribution, but instead of having a mean value and a variance, we actually have a mean function and a covariance function.
So when we evaluate the Gaussian process, we do not retrieve a single point. We actually retrieve a Gaussian distribution. And the idea of the Gaussian process regression is that we are going to define a prior Gaussian process in which we are going to define a mean function and a covariance function, and we are going to shape the properties of this prior process into a posterior process that's going to have the properties of the training data. And in our case, we set our prior process, but the mean function of our prior process is actually the inverse kinematic model. And it's very interesting because if we do not have data for shaping the model, we're actually going to converge to the classic kinematic model. But on the other areas that we actually have data, we're going to converge to the experimental model. For the covariance function, we use a classical decreasing exponential, which is used on most of the cases. And for the inputs and outputs, we have as inputs the bending angle for each of the corresponding plane, either x or y, and also the displacement direction, so that we still can know in which branch of hysteresis we're currently into. And as an output, we retrieve the motor position to achieve said bending angle. Here's a look on our experimental setup. It's basically the same as the one from the cable instruments. The only difference is that the position of the markers are not anymore on the tools, but actually on the tip of the endoscope. And the motors, they are located elsewhere because the joints for the endoscope are located on a different place, but we still use encoders to retrieve the motor positions. And here's a look on the training set. The training procedure is the same philosophy as before. We fix a certain bending angle. For example, the bending on the X plane is fixed, and then we perform forward and backward movements on the Y plane. And then we do the same thing on the other direction. Fix the Y plane, perform forward and backward movements on the X direction. And we try to do it as close as possible to the straight configuration of the tool. And then we can generalize over the whole workspace here, comprised within the data. So here's a look on the models. The inverse bending on X, we use 250 points, and we achieved a 0.995 fitting indicator. It's almost linear, the behavior on the X plane, but it does have a little bit of backlash, while the inverse bending on Y is very different. It has a much larger backlash, and with the presence of small dead zones as well. But we also use 250 points and achieved 0.976 fitting indicator. To try to validate these models, we did the same thing as we did for the cable-driven instruments, meaning that we first determined some trajectories on the space, and then we had our models. We used our models to predict the motor positions to actually achieve those trajectories. So first, we did a trajectory that resembles an infinity symbol with the endoscope, and we achieved a 4.4 millimeter RMS error, which is higher than the ones reported by the cable-driven instruments, but is still a great improvement compared to the approach from Shu, for example, which we did with the exact same trajectory, and on our system we achieved 11.8 millimeter RMS error. So this is still a great improvement. We did that as well with a reduced amount of points. We only use 500 points for the training, while the approach from Shu, we use it for 1,000. So we reduce in 8 times the amount of training data, and we increase the precision in at least 2.5 times. So this is still going towards our goal defined at the beginning of the thesis. And then, as you saw, both approaches are quite similar. The idea was to combine kinematic modeling with machine learning, but they have these specificities. In one, we use the test space, the other, the configuration space. So we actually asked ourselves, is it possible to find a framework in which you can define these combinations with any kind of robotic system? Doesn't matter if it's continuous or series, if it's or discrete, if it's series or parallel. Is it possible to do it? And what we have developed is what we're calling the multi-layered approach for kinematic modeling. The idea is that instead of doing a classical approach for kinematic modeling, we're actually going to divide it in 6 different layers. They are positioned in different spaces or within different spaces, and each of them has a different purpose. So we identified 6 different layers. Some of them are mandatory and some are optional, which is actually what's going to allow the different systems to be
different approaches to be defined. And the layers that we identified were the hypothesis layer, the test definition layer, parameterized space layer, kinematic analysis layer, kinematic modeling layer, and machine learning layer. The optional layers are shown here in gray on the diagram, and they are underlined on the list on the left. So let's take a look at what means each of these layers. The hypothesis layer is actually the one where we are going to define all of our assumptions, what's the validity of the model, and what kind of constraints we are working with. So although it is just shown as a single layer that is positioned before all the others, it actually has an impact on every single layer. It's going to have an impact on the approximations that we do, on what kind of tests that we can perform. So that's why, although it is shown as a single one, it can have an impact on every single space in every single layer. Then we have the test definition layer, which is simply defining the test to be performed by the system. Is it a 2D positioning test? Is it 3D positioning? Do we need to know the orientation of the tool? So that's what we're going to do. And we're going to define it as a Cartesian, in a Cartesian parameterization. Then, still inside the task space, we have the parameterized space layer, which the idea is just to change the parameterization of the task in another set of parameters that is more suited for the system itself that we are working with. For example, on the case of the cable-driven instruments, since we have a cylindrical workspace, it's more interesting to represent the task using a cylindrical parameterization than a Cartesian one. But we consider this layer to be optional because depending on the system, the Cartesian parameterization is already the optimal one. For example, an XY table, we don't need a different representation than the Cartesian one. Is already the optimal. Then we have two optional layers that are positioned between the configuration space and the task space, which are the kinematic analysis and kinematic modeling layer. The difference between those two is that on the kinematic analysis layer, we are only interested on the impacts of the joints onto the task space, but we are not actually interested on the actual shape that is being performed by the robot. It doesn't matter if we have a continuous joint, a discrete joint, we are only interested on the impacts. However, when we go into the kinematic modeling layer, there we are actually interested on the shape, on the geometry of the system, and what are the actual mathematical relations between those two spaces. And they are considered optional because on some approaches, we can directly link the task space with the actuation space by the use of the machine learning layer, which is the last one that we consider mandatory for this approach, and is actually the main motivation for this particular approach, which we're going to define the functions to be learned by the system using machine learning algorithms. And I know what I just said is extremely abstract, and you probably didn't understand a single word. So I'm going to actually transpose and show some practical examples in which I'm going to define some previous presented approaches on the multi-layered framework. So first starting, we have the approach from Shu, in which I just said on the beginning, they have a direct link from the task space into the actuation space. And the hypothesis that they make is that each 3D position that is achieved by the endoscope can be achieved by a single actuation. So that's their hypothesis for doing this direct link. So the layers that we're using, we have the hypothesis layer. As I said, every 3D point can be reached by a single actuation. That's the content of the hypothesis layer. Then we have the test definition, which is a 3D positioning task. 3D positioning task. Then we have the machine learning layer, which is the last one because we do not care about any other parameterization nor the shape that the endoscope is actually having during movements. So we do a straight link from the task space to the machine learning, and we only have one function to learn, which is the 3D. Is the link between the 3D position defined by the Cartesian position of the tool XYZ with its actuation, the cable displacement on both axes, and the actual translation of their endoscope. Another example would be redefining the approach that I presented to you for the cable-driven instruments on this multi-layered approach. So here on the case for the cable-driven instruments, the hypothesis that we use were that the instrument defines a plane during bending. So while bending, it won't have great variability. It will define a plane,
and that the joints are not coupled, meaning that if I change the bending joints, I will not change the rotation joints nor the translation joints, and the same is valid for the other joints. The test that we want to perform is a 3D positioning test, defined here by the 3D Cartesian parameterization. And then on the parameterization space layer, we are going to define this test in terms of a cylindrical parameterization, in terms of a radius, a rotation, and an actual depth. Finally, we have on the kinematic analysis layer, we have the definition of each impact of the joints on the task space, meaning the impact of the bending joints on the radius, the impact of the bending joints on the difference in depth, the impact of the rotation joints on the rotation, and the impact of the translation joints on the actual translation of the two. And finally, on the machine learning layer, we have a single machine learning function for each individual relation that I showed before. So it doesn't matter if you actually want to perform in forward kinematics or inverse kinematics. It only depends if you're learning a direct or inverse relation on this case. And finally, I have a third example in which we use different hypotheses. Here, on this case, we're actually going to analyze flexible endoscopes with a different hypothesis, which is the use of small deflection angles. It is actually quite possible. It's quite realistic to use this kind of hypothesis, because if we're talking about operations inside the lumen, you can imagine that the lumens have a reduced diameter, so the actual deflection that can be performed by the endoscope is very small. And on these conditions, on the small deflection angles, we can actually consider that the coupling between the actuator space and task space can be neglected. And this is further confirmed by performing a sensitivity analysis in which we analyze the impacts on the displacement on the x direction, given that we change the bending angle on the y direction, and the same for the displacement on the y direction, given that we change the bending angle the x direction. And if you see here on the sensitivity analysis, if you are close to the point 0, 0, in the neighborhood of 0, 0, which corresponds to the straight configuration of the endoscope, you can see that the values are very close to 0, which means that it's not sensible to one or the other. It means that we can actually neglect the coupling of the joints if we are on a closed neighborhood of the straight configuration. So given this set of conditions, the hypothesis layer on this case will be defined by the bending angle being small, and that the coupling between the joints can then be neglected. Those are the hypotheses that we're working with for this two. It doesn't matter what's the actual shape of the endoscope. We are only interested that the coupling is going to be neglected. The test definition would be a 2D positioning task. And then we have, on the kinematic analysis layer, we skipped the parameterized layer because we do not need to change the parameterization of the task. We're going to say that the displacement on the x direction is completely performed by the displacement of the cables on the x-axis, and the displacement on the y direction is completely performed by the displacement of cables on the y-axis. And then for the machine learning layer, we actually have singular relations for each one of these functions. So here are some results of what I just presented. So we are performing this quite complex trajectory using this modeling approach that I just showed. And this trajectory has several changes in direction, both on the x or y direction, which means that we need to really compensate the hysteresis effects in order to be precise. And we achieved a 3.6 millimeter RMS error, which is very interesting because it's really close to the errors that we obtained using our approach. We actually performed an experiment with a very similar trajectory using the approach with the hypothesis of constant curvature during bending, and we actually achieved a 3.7 millimeter RMS error. So it's very interesting to see that given completely different sets of hypotheses, one on the shape and the other on the actual movement, and we are actually not respecting any of those hypotheses. The tool is not actually, the shape of the endoscope is not actually a constant curvature arc. And we are actually going a little bit further than the small angles that I said before. We still have a very similar results. So those are the approaches that we have developed on our during the thesis. So I'm going to show you some conclusions and perspectives of what we actually have done. So in terms of the goals that we have set
at the beginning of this thesis, we actually achieved most of them. We were able to develop a very flexible approach, which can take into account several nonlinearities, several different systems, and it's very fast to train. On our case, depending on the system and the task to be performed, it varies from 4 to 6 minutes in acquisition of the training data. We did not need to add new sensors to the system itself. We only use external sensors. And in terms of precision, that's where we did not achieve the 1 millimeter precision for every task. Some tasks we do achieve that precision, but on all the others, we actually went into the right direction. So if we couple this approach with other approaches like visual surveying, for example, I think that we can actually go and achieve that 1 millimeter precision that we set at the beginning. Of course, this is not a perfect method. It has some limitations, and one of the most notable limitations is that it is not able to predict the actual position of the tool when it's interacting with tissues, because we do not take into account any external forces. But that doesn't mean that this is a useless approach. We can still use it for contactless applications like laser ablation. And not only that, we can actually try to use these the errors in prediction with using our model, meaning that if you can measure the actual position of the tool while interacting with the tissue, and we measure the difference, the error between the prediction, the actual measure, we can try to estimate the actual forces that are being, the interaction forces. So it's something that can be further investigated. And we also wanted to evaluate the robustness of our method, because most of the tests that I showed you were performed on, the training has been performed outside the body, and also the trajectories have been performed outside. So then we asked ourselves, is it possible that it still works even after the insertion of the endoscope, the change on the shape of the passive body, which means a change on the configuration of the cables inside the body. And on the in vivo experiment that we did, it actually we actually shown in a qualitative manner that we have an improvement on the precision of the positioning of the tools. Although we do not have quantitative results, we quickly realized that we do not know precisely the registration between the chain of frame, which is where we define our tasks, with the endoscopic camera frame, in order to actually convert properly the trajectories on the chain of frame to the endoscopic camera. And we also do not have a means of measuring those tools, so we do not have ground truth. We don't know how precise we actually were, but we could show as well that we were much more precise than the inverse kinematic model, even after insertion of the endoscope. In terms of perspectives, what we want to do with our approach, we want to try it on a teleoperated context, meaning that we want to compensate the nonlinearities of the system and see how it affects the performance of the surgeons during using it on teleoperation. So not only automatic movement, but also with a doctor on the loop. And we also want to perform some image-defined trajectories. So if we see here, we have a view here from the endoscopic camera. We can define a trajectory on the endoscopic image and then convert it to a 3D trajectory to be performed by the tool on the channel frame. But for that, we actually have some challenges to solve, like the issue with the registration, as well as depth estimation in order to convert this 2D trajectory into a 3D trajectory to be performed. And it's very interesting to see that we actually have some similar methods to ours appearing, like the approach here from Kurzi from 2020, in which they actually use the same algorithm as we use, the Gaussian process regression, combined with kinematics in order to improve their knowledge of the kinematic model for their robots. So it's very similar to what we did. And there's also an approach from Bake in which they use deep learning combined with classic kinematics in order to compensate the hysteresis effects on a continual robot. So it's very similar to what we have done. So you can see a new trend on control techniques for cable actuated system. And as far as we know, we were the first group to actually try to introduce these new techniques. So it's very interesting to see that our work can actually be exploited by the community. So thank you very much. That's all that I had to present to you. Thank you very much for being here. And if you have any questions, I'm more than happy to answer them.
It's up to you. I think I'm able to answer on both languages. Up to you. Whatever you think is more. Mhm. Si. Un peu aussi. Oui, non, c'est bon. Pour l'instant, c'est bon. Si. Mm. Merci. Mm. Mhm. Mhm.
En fait, je dirais que l'hystérisis, en fait, c'est un conséquent de toutes ces non-linéarités d'interaction des câbles avec les gaines, les vieillissements des vertèbres, tout ça, en fait, la conséquence de tous ces problèmes, c'est l'hystérisis à la fin. Et comme l'hystérésis, c'est un effet des non-linéarités qu'on voit souvent sur tous nos systèmes à câbles, donc pas forcément que sur celui que je vous ai présenté, les nubiscopes, mais aussi sur les petits endoscopes, on voit les mêmes effets. Donc c'est quelque chose qui, au lieu d'attaquer, et qu'on ne voudrait pas non plus faire des modifications sur les systèmes en soi, donc plutôt attaquer avec des algorithmes, des contrôles, du coup, on s'est dit de plutôt attaquer, voir la fin, la conséquence, qui est toujours ces cycles d'hystérésis plus ou moins bien définis, plus ou moins larges en fonction. Il y a aussi des présences, comme vous avez vu, il n'y a pas que l'hystérésis en soi, enfin, que les backlash des jeux, mais aussi des zones mortes qui apparaissent. Donc, au lieu d'attaquer chacune des problématiques séparées, essayer de voir la conséquence à la fin et de la compenser, parce qu'on sait que ça va apparaître dans la grosse partie des systèmes de ces types. C'était un peu pour ça qu'on s'est attaqué plutôt à la caractéristique à la fin. Donc vraiment, essayer de modéliser toute la chaîne des transmissions mécaniques au lieu de voir chacune partie séparément. Voilà. Hein, est-ce que vous entendez bien Nabil et, et Brahim? Est-ce que vous entendez bien aussi Tanguy? Très très mal. Ok. Alors vous m'entendez mal ou attendez Guy aussi? D'accord. Désolé, hein, je vais essayer de rester un peu plus proche du micro. Ouais, peut-être ça va aider un peu. Mhm. 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 Oui, oui, en fait, c'était même déjà étudié un peu dans les labos, dans les cadres de la thèse de master de Thibault, qui est juste là. Il a en fait étudié exactement ça, essayer d'estimer ces effets d'hystérésis en utilisant juste l'image endoscopique. Donc l'idée des départ, c'était d'essayer de faire une espèce d'approche hybride, c'est-à-dire utiliser ma méthode au début pour avoir un modèle de départ, donc un point initial si vous voulez. Et pendant l'opération, si jamais on s'aperçoit que ça commence à trop dévier, on peut mettre à jour ces modèles en utilisant l'image endoscopique. Bien sûr, c'est beaucoup plus difficile. On s'est vu en termes de résultats, c'est beaucoup plus difficile d'estimer les positions en utilisant ces méthodes. C'est aussi difficile de recaler parce que si on. Une idée initiale, c'était juste de mesurer les jeux. Donc, on fait déplacer l'instrument et on voit s'il y a de l'image dans l'endoscope. Et comme ça, on avait une espèce de courbe des jeux en fonction de la position de l'endoscope. Mais la difficulté, en fait, c'était de recaler par rapport aux positions 3D absolues. Mais c'est une piste, bien sûr, c'est une piste qu'on peut utiliser, c'est de mettre à jour. C'est quelque chose qu'on n'a pas étudié dans le cadre de cette thèse, hein, donc utiliser des méthodes en ligne d'estimation, mais c'est quelque chose, bien sûr, intéressant à envisager pour, peut-être, comme j'ai dit, commencer avec une estimation précise avec des systèmes extérieurs et, au fur et à mesure, la mettre à jour si jamais on s'aperçoit que ça dévie trop.
Alors, je ne sais pas si on peut vraiment améliorer. Ça va être difficile hein, de dire si on peut améliorer ou non hein, sans vraiment tester. Mais je pense que c'est une piste qu'on peut suivre hein, parce que c'est vraiment. Là, j'ai perdu les fils, j'allais dire. Mais en fait, on peut mettre à jour les modèles hein, parce que, en fait, c'est ça que je voulais dire. C'est ce que j'ai parlé pendant la robustesse. Hein. Les conditions auxquelles on apprend les modèles est complètement différente de celles de l'opération. C'est-à-dire, dans notre cas, on avait l'endoscope complètement dans sa position tendue, on faisait les mouvements. Mais à l'intérieur du patient, ça peut être dans n'importe quel sens, hein, ça peut être tordu aussi. Et en plus, avec l'utilisation des outils, il se peut que les outils se cassent un petit peu, donc il y a les modèles qui vont changer au cours du temps. Donc c'est quand même intéressant de pouvoir mettre à jour ces modèles pendant l'opération parce qu'on sait que ça peut dévier. Mais je ne sais pas si ça va nous donner effectivement quelque chose de plus précis qu'au début, mais au moins on peut essayer de converger vers quelque chose de plus récent. Hein. Oui, oui, bien sûr. Alors, dans notre cas, on avait plutôt deux limitations. Alors, dans la première, c'était lié au marqueur qu'on utilisait. On n'avait pas des marqueurs 3D, c'était quelque chose qu'on pourrait envisager. Dans ces cas, on aurait pu faire des mouvements vraiment plus longs. Donc, ça, c'est dans les cas des l'endoscope, parce que les modèles qu'on apprend, ils sont des modèles linéaires. Donc, c'est vraiment des fonctions dans tout l'espace de travail de l'endoscope. On aurait pu faire des mouvements plus longs si on avait des marqueurs adaptés. Sinon, pour les outils chirurgicaux, étant donné la façon qu'on a défini, en fait, notamment pour la fonction de rayon, on a une fonction jusqu'à arriver à peu près à 90 degrés, je dirais même 100 degrés de déplacement avec la partie distale qui est constante. Et après, à un certain moment, en fait, les rayons, ils commencent à réduire parce qu'on va faire de la rétroflexion. Et à ces moments-là, on n'a plus une fonction, on va en fait en avoir deux définies dans des, euh, des plages, des déplacements différents. Donc, dans ces cas, il aurait fallu définir deux fonctions qui fonctionnent dans des domaines différents. Et c'est pour ça qu'on n'a pas non plus continué. Et dans la plupart des cas, on utilise au moins les outils chirurgicaux, on reste quand même dans ces cas de travail. L'endoscope, parfois, on est obligé de faire de la rétroflexion. Mais pour ces outils, normalement, juste cette plage qu'on arrive à modéliser, normalement, c'est suffisant. Mhm. Oui. Mhm. Il n'y a pas de problème. Mhm. Alors, il y a à la chaîne de transmission. Ouais. À la chaîne de transmission. En fait, les robots Spirit, pour l'instant, il y a deux versions. Celle que je parle dans les cas de ma thèse, c'est plutôt la version ancienne parce qu'elle est actionnée par câble. Du coup, c'est un robot à impression 3D fait pour être compatible avec des systèmes d'imagerie et pour faire de l'insertion d'aiguilles. Et pour avoir un actionnement à distance, ils utilisaient des câbles. Maintenant, il y a une nouvelle version qui utilise des actionnements hydrauliques qui introduisent d'autres types de non-linéarités, mais d'autres types de frottements notamment. Mais l'ancienne version, c'était actionné par câble. Du coup, ils avaient à peu près les mêmes problématiques que nous, avec des pertes de tension. Voilà.
Ouais, c'est bien sûr, hein, on voulait bien tester, malheureusement, dans le cadre de la thèse, on n'a pas eu le temps, mais c'est quelque chose qui, moi particulièrement, parce que c'est un système complètement, enfin, l'actionnement, il ressemble à ceux qu'on utilise, mais le système en soi est complètement différent. C'est un système qui est série, discret, et donc c'est vraiment différent, et ça peut vraiment montrer la flexibilité de nos méthodes. Mm, oui. Mm. Alors, pour les traitements des images, c'était un peu long, je ne vais pas mentir, hein. Chaque image, ça prend à peu près une seconde à traiter, avec les machines qu'on a ici, bien sûr. Et en fait, on fait tout tourner sur MATLAB. Donc, on avait utilisé MATLAB et on n'a pas besoin, pour l'instant, hein, dans les modes de l'opération, on va avoir besoin d'intégrer aussi dans la partie commande du robot. Mais pour juste les essais qu'on a fait, on avait défini les trajectoires et on a fait calculer les positions moteurs sur MATLAB et on générait en fait une espèce de fichier avec les positions moteurs désirées et on mettait sur les robots. Donc tout était fait séparément. Donc, sur MATLAB, la grosse partie du traitement. Après, j'ai développé aussi une autre partie en C++ qui tournait un peu plus vite que MATLAB, mais c'était toujours à peu près une seconde, un tout petit peu moins par image pour récupérer la position 3D. Mais après, l'entraînement du réseau de neurones, c'était vraiment rapide. Ça prend une, 2 secondes, c'est vraiment rapide. C'est plutôt les traitements des images, et à cause du capteur qu'on utilise, les capteurs externes, qui prend un petit peu de temps. Mais si on avait un autre type de capteur, je ne sais pas, un capteur basé sur champ magnétique, par exemple, peut-être qu'on aurait déjà la position 3D, il faudrait juste la récaler par rapport au bon repère et on aurait moins de temps de traitement. Mais voilà, donc c'était juste une petite. Mhm, exactement. Non, non, je n'ai pas dit. C'est bien remarqué. D'accord. Mhm. Non, mais comme je vous ai montré, les réseaux de neurones qu'on utilise, il est vraiment petit. Il y a juste une couche, un 50 nœuds. Donc, la vitesse des prédictions, elle est très vite. C'est juste vraiment les traitements des données et l'acquisition des données pour nous qui était lente. Parce qu'on ne travaille pas avec des deep learning qui on utilise c'est des choses vraiment simples et rapides à exploiter. Ça prie. Merci beaucoup. Oui. Voilà. Alors, juste pour refaire un rapport sur le temps, des fois c'est vraiment très compliqué. Je pense que les micros des grands GPU marchent beaucoup mieux que celui de Raphaël. Je ne sais pas pourquoi. Vous, Voilà, vous m'entendez toujours pas bien? Parce que je peux essayer de changer le micro. Il y en a deux ici. là, je vous entends très bien, mais par moment, en fait, malheureusement, on n'entend pas beaucoup. Donc, ouais, je vais essayer de faire mon rapport. Peut-être que je vais trop long
commencer, je tiens à remercier Laurent Majot et Michel de Matin de m'avoir invité, de m'avoir fait confiance pour apporter ce travail de thèse. C'est toujours un plaisir d'avoir des nouvelles de l'Est. Voilà, je sais que vous faites des travaux vraiment très intéressants et j'y m'intéresse depuis très très longtemps. Donc voilà, le seul regret, c'est malheureusement, c'est de faire cette soutenance à distance. Ça enlève un peu le charme des soutenances de thèse, mais la situation sanitaire l'oblige. J'espère qu'on reviendra à une situation normale très bientôt. Euh, j'ai quelques commentaires d'abord sur la qualité du rapport et surtout la présentation. Je vais commencer par la présentation que j'ai trouvée, comment dire, extrêmement bien, claire, propre, très professionnelle. Euh, pour être honnête, pour être objectif, c'est une des meilleures présentations de thèse que j'ai vues jusqu'à maintenant. En termes de pédagogie, de contenu, de façon de présenter, c'est vraiment très agréable. Merci. Et ce qui est aussi agréable, ça ne reflète pas forcément ce qu'il y a dans le rapport, dans le manuscrit, ni en forme de façon de présenter, ni il y a un nouveau, voilà, il y a du nouveau contenu, du nouveau matériel, ce qui est appréciable également. Sur le manuscrit en lui-même, donc voilà, c'est un manuscrit de taille raisonnable, 140 pages, c'est très bien. C'est né dans l'écho, rédigé en anglais, avec un très bon style, facile à comprendre, facile à suivre, avec une structuration très intéressante. Juste une petite recommandation, c'est de refaire peut-être une dernière relecture en lesquelles du copie, vraiment rédactionnel, rien de méchant, mais pour avoir définitivement un manuscrit très propre, voilà, je vous conseille vraiment de faire une dernière lecture une fois que la soutenance s'est passée, pour donner ces petites copies. Oui. Je passe à l'analyse du contenu. Alors, effectivement, sur la robotique flexible, il existe beaucoup de travaux, soit sur la commande, soit sur la modélisation. La littérature est extrêmement riche, surtout ces 5 dernières années, surtout. Euh, Effectivement, dans ces travaux-là, on trouve beaucoup de commandes de ce genre de système au boucle fermée, notamment pour les applications médicales, ce que je trouve dans la plupart des cas pas transposable en clinique. Et justement, notre approche de s'affranchir de cette boucle fermée, essayer de modéliser les non-linéarités par les méthodes de machine learning associées aux informations modèles est vraiment intéressante et je pense qu'elle aura une chance d'être pratique en clinique. Donc voilà. Parmi les questions que j'ai, donc, sur le premier chapitre, état de l'art, que je trouve très bien, encore un complément. Je pense que pour connaître ce qui existe actuellement en système flexible pour les applications médicales, c'est un chapitre relativement complet. Ce que j'aurais aimé avoir dans ce chapitre-là, c'est parmi les robots ou les systèmes dont vous faites mention dans ce chapitre, il y a le robot Magellan, qui est d'ailleurs disponible à l'hôpital de Strasbourg. J'ai eu l'occasion, quand j'ai commencé dans le domaine, d'aller voir une chirurgie avec le robot Magellan, qui est aussi un robot sûrement un câble, de taille plus petite. Je pense que le diamètre du guide doit être de 2,5 mm et la partie interne doit être à 1,5 mm si la mémoire est bonne. Et dont la précision est très intéressante, les performances sont très bien. Est-ce que vous avez une idée sur le type de modélisation qui est utilisé dans ce genre de robot? Malheureusement, non, je n'ai pas la réponse pour ce type de robots. En fait, je n'ai pas la tête exactement que les robots. Je ne sais pas si j'ai bien compris les noms. Magellan. Oui, pour la chirurgie cardiovasculaire. D'accord. Est développé par Thèse, il me semble. Si la mémoire est bonne. Et je trouve que les performances de ce robot-là sont très intéressantes. Et comme la plupart de ce genre de système, je pense que la littérature n'est pas très riche et que le public va
lu forcément l'explication sur les deux ans. J'ai une question qui est un peu globale, Mhm. peut-être provocatrice. Pourquoi avoir pensé à utiliser des méthodes de machine learning pour les non-linéarités? Votre impression, comment vous êtes amené à choisir des méthodes d'apprentissage pour ce genre de problématique? Alors, À moins que, c'était... Pardon, vous pouvez finir votre question. à moins que voilà, ça ait été dicté par les directeurs de thèse que vous avez. Alors, c'était pas exactement le cas. En fait, les noms de la thèse étaient complètement différents au début de travail. On a adapté en fonction de nos avancements. Et en fait, c'était en faisant... c'est vraiment saccadé, je pense. Vous m'entendez bien ou... La première partie de la réponse, oui, la deuxième, un peu Ouais. moins. Je vais essayer de changer ici. Ouais, peut-être. Est-ce que c'est mieux comme ça ou... Oh, oui, là, c'est très bien. Ok. Alors, pour les machine learning, en fait, l'idée est venue pendant l'étude de l'état de l'art. Alors, j'entends mon écho, c'est horrible de parler. Euh, L'idée est venue faisant l'étude de l'état de l'art. On a retrouvé l'approche déchue qui c'était vraiment très intéressante hein, parce que ça permet, comme je dis pendant la présentation, ça permet de prendre en compte les différentes non-linéarités sans avoir forcément besoin de les spécifier au départ. Donc, ça permet vraiment de prendre en compte tous les types de non-linéarités qu'on n'avait même pas imaginé qui peuvent apparaître sur ces types de systèmes. Et sauf que leur méthode, ça nous semblait un peu limité en termes d'application parce qu'effectivement, c'était impossible de prendre en compte les effets d'hystérésis en tant qu'ils étaient définis. Pour prendre en compte ces effets, il aurait fallu vraiment une quantité absurde des données. Donc là, ils utilisent dans leur méthode, en tant que définie dans leur article, ils utilisent 20 000 points pour pouvoir modéliser leur système. Sauf que ça ne prend pas en compte des effets d'hystérésis. Donc, si on doit prendre en compte en plus des déplacements dans toutes les directions possibles, ça augmente un 8, voire plus, fois la quantité des points. Parce que pour chaque degré de liberté, il faut prendre en compte les deux directions des déplacements. Donc, on s'est dit que c'était intéressant, les idées dans l'esprit, mais que ce n'était pas exploitable en tant que tel. Et du coup, on voulait vraiment continuer sur cette voie, mais la rendre de façon beaucoup plus efficace. Et on a vu aussi des effets, ça je l'ai vu dans l'ICRA. Il y a des travaux sur les deep learning auxquels ils essayent de prendre en compte la, la causalité des données afin de faire en sorte que l'entraînement, enfin ils entraînent avec un certain jeu de données et pour pouvoir généraliser sur d'autres types de données, ils essaient de prendre en compte la causalité des données et ne pas tout réapprendre. Et de quelque sorte, ça nous a donné aussi une certaine inspiration pour ne pas avoir besoin d'apprendre des choses qu'on considère qui sont déjà vraies et qui sont définies en tant qu'hypothèse. Donc, c'est à peu près comme ça qu'on est arrivé à cette méthode qu'on a développée, c'est-à-dire définir des choses qu'on n'a pas besoin de réapprendre et apprendre juste les non-linéarités, que c'est vraiment des inconnus, des choses qu'on n'arrive pas à maîtriser. D'accord, merci. Bon, le son est toujours pas, c'est pas bon, mais on va essayer de faire avec. Euh, c'est pas grave. Euh, vous avez à un moment parlé d'une possibilité de rajouter des capteurs dans qui peut être une solution, qui peut être une solution. Vous m'entendez? Oui, je vais juste changer de micro encore une fois pour voir si ça marche. Alors, est-ce que vous m'entendez mieux maintenant? Si j'ai changé de micro? Voilà, je vous entends très bien. Ok. Et je m'entends moi-même. Bon. Alors, à un moment dans le manuscrit, vous parlez d'éventualité ou des solutions qui peuvent être envisagées pour solutionner ces problèmes de non-linéarité sur les systèmes flexibles, c'est de rajouter des capteurs. Effectivement, les capteurs de lésion, on peut les exclure très très rapidement parce que c'est encombrant, c'est difficile. Il faut des algorithmes de traitement d'image ou de vision aérienne qui peuvent être complexes et non universels. À un moment, vous parlez des réseaux de fibres de Bragg pour
remettre la position ou la forme de votre endoscope en temps réel. Est-ce que c'est une solution qui est réellement envisageable ou pas? Ou elle a été exclue pour des causes de coût ou c'est pas votre poussée dans la thèse? Alors, dans notre thèse, en fait, on n'a pas envisagé ce type de solution parce qu'on ne voulait vraiment pas changer les, euh, les systèmes en soi et on voulait être les plus génériques possibles. Donc, même pour des endoscopes qui ne sont pas forcément ceux qui font partie de la plateforme Estraz ou des petits endoscopes qu'on a ici au labo, on voulait quand même pouvoir exploiter ces méthodes et c'est bien les cas de ce qu'on a développé. C'est pas du tout spécifique à notre robot. Et je dirais pas que c'est pas envisageable, hein. C'est quelque chose d'intéressant, ajouter des capteurs. Et je pense que c'est dès qu'on arrive à faire ce type d'intégration de façon fiable, de façon qu'on puisse respecter toutes les contraintes du milieu médical et que ce ne soit pas encombrant et que ça rajoute non plus des problèmes de dynamique, hein. À un moment donné, on avait discuté de rajouter des codeurs à câble au bout de l'endoscope, mais au moins les codeurs à câble qu'on avait trouvés sur les marchés, ils avaient des ressorts trop importants, hein, avec des headers trop importants, et du coup, ça changeait complètement la dynamique du système. Donc, il faudrait quelque chose qui ne gênait pas les systèmes en soi, qui est la façon d'interagir avec les systèmes pour les chirurgiens ne soit pas différente. Donc, je ne veux pas dire que ce n'est pas exploitable, hein, c'est quelque chose de très intéressant, que ça peut vraiment être les futurs pour ce type de système, mais pour l'instant, pour ne pas faire de quelque chose de générique, on n'a pas envisagé ce type de méthode. D'accord. Ce qui est compréhensible, hein, j'ai ma réponse. Euh, sur la durée d'apprentissage qui est de 6 à 7 minutes pour acquérir les 700 points si la mémoire est bonne, Mhm. c'est bien ça, j'ai pas dit de bêtises. Oui, oui, Parce que j'avais lu dans c'est tout à fait ça, exactement. Oui, voilà, c'est ça. Est-ce que cette procédure-là, vous l'avez expliquée avec un chirurgien à l'hôpital de Strasbourg, à l'IRCAD, pour avoir son impression sur la lourdeur de la précision, pardon, de la procédure? Non, Ou avec la facilité? on n'a pas encore testé, c'est ce que je vais parler pendant la partie perspective. C'est quelque chose qu'on veut tester, c'est-à-dire utiliser les modèles pour compenser les non-linéarités dans les cadres de la téléopération. Ça, on n'a pas encore testé. On était en train de tester. On avait des petits problèmes d'implémentation et du coup, on a laissé de côté pour l'instant. Mais c'est quelque chose qu'on envisage, hein, vraiment voir quel est l'impact de l'utilisation de ces modèles sur la performance, sur la performance de la chirurgie, des gestes chirurgicaux. Si ça apporte quelque chose, l'effet d'enlever ces effets d'hystérésis, comme je dis, ça leur donne une impression de retard, de quelque chose qui est lent, qui répond pas aux stimuli des chirurgiens. C'est quelque chose qui nous intéresse vraiment. En tous les cas, on vit des résultats qui sont très très intéressants. Je ne vois pas comment ça ne peut pas intéresser. En tous les cas, sur le résultat lui-même, sur la tâche chirurgicale, je ne vois pas comment les chirurgiens ne peuvent pas être intéressés par une telle amélioration du système. Après, voilà, le petit X, c'est le fait qu'il y a une procédure d'apprentissage de 6 à 7 minutes avant la procédure chirurgicale. Ça, il faut voir avec les chirurgiens pour avoir leur impression. Mhm. Euh, j'ai une question dans la continuité de celle-ci. C'est là, vous avez utilisé des caméras externes Mhm. pour l'apprentissage, pour l'acquisition des données d'apprentissage. Qu'en est-il si vous utilisez directement l'endoscope, ce qui est très relativement la procédure d'apprentissage ou d'acquisition de données? Pardon, Ça ne change rien à vous. je ne sais pas si j'ai bien compris la question en fait. Alors, en fait, pour l'instant, Ah, quand vous faites l'acquisition des données d'apprentissage, vous utilisez des caméras externes, oui. une ou deux, On en utilise deux pour reconstruire la deux, position voilà. 3D, ouais. Avec le QR code, normalement, vous avez directement la pose 3D Oui, oui, c'est vrai. avec une seule caméra. Mhm. Oui, c'est vrai. On aurait pu Avant, vous reconstruire, vouliez oui. avoir, oui, avec une seule caméra, vous avez suffisamment, avec le QR code, il y a d'autres méthodes de calcul de pose, vous pouvez avoir la pose 3D directement.
Oui, tout à fait. Ce qui ouvre la voie à utiliser directement la caméra d'endoscope, Mhm. du moins la vision endoscopique, pour faire sa tâche d'acquisition des données d'apprentissage. Oui. Et ça, c'est quelque chose d'envisageable. Ça ne Oui. change rien en. Alors, ça peut changer un petit peu en termes, comment dire, en termes d'espace de travail, hein, parce qu'il faut que l'outil soit visible par l'endoscope pendant toute dans tout son espace de travail. Du coup, ça limite un petit peu. Mais je ne veux pas dire que c'est pas envisageable, hein, c'est quelque chose qu'on aurait pu faire. On avait même essayé de faire l'apprentissage des l'endoscope en soi, la pose de l'endoscope en utilisant la caméra endoscopique, donc en utilisant un environnement connu avec des marqueurs et reconstruire la pose de l'endoscope en utilisant la caméra endoscopique. Donc c'est quelque chose aussi qui nous intéresse hein, parce que ça peut vraiment enlever les besoins d'émettre un système de plus pour faire les mesures. D'accord. Euh, sur j'ai encore quelques questions. Je ne sais Mhm. pas si j'ai le temps, monsieur le président du jury. Oui. Je peux y aller là. Très bien. Page 61, figure 2.13. Oui. Là, Qu'est-ce qui explique? Je vous laisse le temps de trouver la page. là, c'est page 61. 61, la figure 2.13. D'accord, attendez. C'est bon? Alors, 2.13. J'arrive, hein. Parce que j'ai une tablette, je vais pas l'imprimer, donc ça prend un peu plus de temps. 2.9. Voilà, c'est bon. Alors, j'ai peut-être raté dans le manuscrit. Qu'est-ce qui explique cette grande différence de non-linéarité sur les deux axes X et Y? Alors, c'est une très bonne question. On n'arrive pas à la répondre et on était étonné aussi lorsqu'on a fait des mesures qui est sur un même système. On a des caractéristiques aussi différentes. On n'arrive pas vraiment à comprendre. C'était étonnant. Mais en fait, je ne sais pas pourquoi, dans un seul système, on avait vu ce type de variations entre les différents outils. Il y avait même entre les, comment dire, les graspers qu'on avait, des graspers qu'on avait étudiés. C'était ceux que j'ai montré les caractéristiques hein, pour les outils chirurgicaux. On avait un autre qui c'était un couteau électrique. Et en fait, lui avait une zone morte gigantesque au milieu. Et bien que structurellement, c'est les mêmes outils. Et il n'y a pas de différence en termes de construction, la quantité de vertèbres est la même, hein, les types de câbles. Mais les caractéristiques étaient complètement différentes. Et dans ces cas, on ne sait pas non plus pourquoi est-ce que c'est aussi différent, mais c'est quelque chose qu'on a constaté. Ça nous a donné encore plus de motivation sur notre méthode, hein, parce qu'effectivement, il faut quelque chose qui soit capable de modéliser un peu de tout, parce qu'il y a vraiment des différences énormes, même dans un seul système. Effectivement, votre méthode, ça permet, au-delà du stérilisme, je pense que de manière cachée, complètement cachée, vous compensez d'autres linéarités qui n'ont rien à voir avec les stérilismes, mais qui sont automatiquement compensées. Oui, Il y a peut-être un phénomène qui est les problèmes d'instabilité élastique des câbles, qui n'est pas pris en compte parce que c'est voilà, des phénomènes qui sont beaucoup plus rares que les stérilismes avérés, frottement des câbles, etc. Et je ne sais pas si votre méthode est capable d'anticiper ce genre de phénomène. J'ai une toute dernière question. Après, je laisse la parole. Sur le temps de calcul, est-ce que la méthode actuelle, à l'état actuel est transparente par rapport à l'utilisateur ou pas? c'est-à-dire, C'est-à-dire qu'elle est en réel, que l'utilisateur ne voit pas forcément
et ça ne change pas le fonctionnement du système en lui-même. Alors, comme j'ai dit, on n'a pas encore testé avec un vrai utilisateur, mais de la façon qu'on veut l'utiliser, c'est complètement transparent. C'est-à-dire, il va prendre l'interface maître, il va faire les mouvements normalement, et c'est juste à nous de soit allumer la méthode de compensation ou la laisser en boucle verte, c'est-à-dire dans le cas de notre système, c'est une commande par articulation. Donc, soit on fait cette compensation par articulation, soit c'est directement la commande de chaque moteur séparément. Mais c'est quelque chose de transparent. Il y a l'idée qu'on veut mettre en place, en tout cas. On n'a pas encore mis en place, mais c'est ça l'idée. C'est très bien. Juste, c'est plutôt un commentaire et pas une question. Euh, j'ai vraiment bien aimé l'analyse que vous donnez à chacun de chapitres, qui est objective et honnête. Et ça, c'est très bien pour un scientifique d'être objectif et honnête sur les résultats et les méthodes. Merci. Voilà. Voilà, je repasse la parole à Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Merci à toute l'équipe de Strasbourg de m'avoir invité aussi pour cette solution. Je connais les travaux de Raphaël depuis un petit peu le début, puisqu'il était dans le comité de suivi de thèse. Et donc j'ai déjà posé plein de questions et on a suivi les travaux. Et c'est vraiment avec plaisir que je découvre aujourd'hui la soutenance et surtout dans le manuscrit événement qui est vraiment à l'image de cet excellent travail. Comme chaque fois qu'on arrive à la fin des questions, donc quasiment toutes les questions pertinentes ont été posées. Donc je ne vais pas monopoliser énormément la parole, donc surtout avec cette compétition qui est un petit peu compliquée. Donc je vais juste en poser une qui est une ou deux par rapport à ce qui a été fait avant, qui a été posé avant. Donc Raphaël, tu as parlé, enfin, tu as bien précisé par rapport à la méthode qui a été mise en place, d'étalonnage ou de calibrage pour l'identification du modèle. Est-ce que c'est possible d'envisager une identification en ligne? C'est-à-dire que tu commences ton opération, on voit tes opérations, et au fur et à mesure, en fait, tu apprends jusqu'à ce que tu identifies ton modèle. Alors, je pense que c'est envisageable. Comme j'ai dit, c'était à peu près exploité ici dans les labos, dans les travaux des Thibault, dans le cadre de sa thèse de master, c'est-à-dire utiliser les informations de la caméra endoscopique pour pouvoir créer des modèles. Donc, dans l'utilisation, dans son cas, il faisait une procédure d'apprentissage. Mais on aurait pu très bien aussi essayer d'imaginer l'utilisation de téléopération, exploiter ces données pour pouvoir faire une compensation en ligne. Mais c'est quelque chose qu'on n'a pas fait dans le cadre de cette thèse, mais c'est quelque chose qu'on a réfléchi. Et comme j'ai dit, hein, essayer de faire quelque chose d'hybride, commencer avec un système, un modèle initial avec les estimations 3D, les mesures 3D, et utiliser la caméra endoscopique pendant l'opération pour identifier des déviations importantes et mettre à jour les modèles. Ok. Et dans l'étape là, que ce soit dans le manuscrit ou dans la présentation, tu as parlé des FPGI, très rapidement des capteurs magnétiques. Bon, ça, j'ai pas pu non plus à me détailler sur ça. Est-ce que tu as écarté, enfin, tu as écarté ou carrément le FPGI ou est-ce que c'est une potentialité pour le futur? Non, c'était juste une des approches qu'on a vues qui c'était intéressante hein, parce que ça permet non seulement d'avoir la position de l'outil, mais plutôt une information sur la forme. Donc, ça peut nous donner d'autres informations. Ça nous permet aussi, en termes d'application, si on a des contraintes par rapport au mouvement à faire, ça nous donne des informations en plus. Donc, c'est pour ça qu'on avait parlé de cette méthode en particulier, mais je ne veux pas dire que c'est le seul type de capteur possible à être exploitable. C'est juste une des pistes possibles.
Mais est-ce qu'il y a une limitation, je veux dire, mécanique sur la courbure qui peut être limitée par rapport aux applications d'endoscopie GSM? Alors effectivement, si je ne me trompe pas, hein, ces types de capteurs, effectivement, il y a une limitation sur la courbure. On ne peut pas avoir des grosses déflexions parce qu'à un moment donné, il n'y a plus la lumière qui passe, hein, donc on peut plus avoir l'information par rapport à la pose de l'endoscope, à la forme. Mais en fonction de l'application, on peut très bien l'exploiter, hein, si on utilise l'endoscope proche de sa position initiale, c'est-à-dire de sa position tendue, hein. C'est quelque chose de possible, d'exploitable. Et si on pense dans des applications aux colonnes dans la partie droite, hein, ascendante, enfin descendante plutôt, auquel on a l'endoscope qui est toujours complètement droit, c'est peut-être une bonne application, mais effectivement, il y a des limitations. Et par analogie, par rapport aux capteurs magnétiques, qui sont quasiment les plus utilisés en instrumentation. Alors, dans ces cas, normalement, on n'arrive pas à récupérer la forme de l'endoscope, plutôt sa position. Et du coup, ça nous donne d'autres types d'informations, mais ce sont des pistes impossibles. Il y a des travaux, je pense qu'il y a un des premiers travaux en boucle fermée pour ce type de système, au moins dès que j'ai lu de la littérature, c'était la boucle fermée en utilisant un capteur magnétique. Donc c'est quelque chose d'exploitable, hein, c'est quelque chose qu'on peut utiliser, mais à ce moment-là, bien sûr, on perd d'autres informations, notamment sur la forme et l'outil. Et en fonction de l'application, en fait, on n'a peut-être pas forcément besoin de savoir la forme. Donc c'est, à mon avis, c'est voir cas par cas, en fonction de ce qu'on veut faire, hein, des types d'applications à utiliser. Donc, juste pour clarifier, en fait, les capteurs magnétiques peuvent aussi, moyennant une modélisation, permettre de retrouver de la forme. D'accord. Sans vraiment rentrer dans les détails, donc même avec la visite, il a fait une soutenance en 2020 où on a présenté ça. D'accord. Mais c'est compliqué, c'est pas si facile, c'est pour ça que je te pose cette question. D'accord, j'étais pas au courant. C'est bien de savoir. Une dernière question, donc c'est clair que quasiment tous les modèles qui sont proposés, que ce soit en boucle ouverte ou boucle fermée, hors utilisation des fibres black, suppose que l'instrument est dans l'espace libre, c'est-à-dire sans contact. Oui. Comment tu peux commenter sur ce point-là par rapport à tes travaux? Alors, comme j'ai dit, hein, mes travaux ils rentrent aussi dans ces cadres, hein, c'est-à-dire les modèles ils sont plutôt faits pour marcher dans l'espace libre. Mais ceci étant dit, étant donné que si on arrive à avoir une très bonne précision, ce qu'on peut envisager de faire, c'est utiliser cette information par rapport à la prédiction de la position des outils et l'écart mesuré, par exemple, avec la caméra endoscopique, et euh, essayer d'estimer cette interaction entre les tissus et les outils. Donc, c'est quelque chose qu'on n'a pas étudié, mais c'est quand même une piste possible des travaux à suivre. Si on arrive à vraiment avoir une très bonne estimation, une estimation précise de l'endoscope, on arrive à mesurer l'écart, on peut peut-être estimer les efforts d'interaction. Mais effectivement, en tant que tel, hein, de la façon qu'elle est définie, c'est que j'ai présenté dans les manuscrits, dans la présentation, effectivement, on n'arrive pas à prendre en compte ce type d'effets. Des forces extérieures, on n'arrive pas à prendre en compte. Je n'ai pas plus de questions. Merci beaucoup, Raphaël, encore une fois, et à Florent et Michel de m'avoir invité en tant qu'examinateur. Je vous en prie. Je vais prendre la parole un petit moment pour quelques questions. Et peut-être je vais te demander, Raphaël, Oui, de remettre un slide. d'accord. Une question peut-être technique sur un des slides. Oui, C'est le slide 31, vous voyez les données de validation des années de données d'entraînement et l'évolution. celui-là. Peut-être que ce n'est pas le cas pour d'autres données.
Alors, on n'a pas trouvé exactement d'explication, je suis d'accord. C'est un peu paradoxal. Normalement, c'est qu'on retrouve, c'est une espèce d'écart entre l'erreur d'entraînement et l'erreur de validation, ce qui peut indiquer en fait que les modèles n'est pas suffisamment complexes pour prendre en compte toutes les non-linéarités, c'est-à-dire on arrive à bien modéliser des données d'entraînement, mais lorsqu'on sort un tout petit peu du cadre d'entraînement, on a une erreur plus importante. Et dans ces cas, on n'est pas arrivé à bien identifier la cause du pourquoi est-ce qu'il y a des données de validation avec une erreur plus faible qui les données d'entraînement. Oui. Ouais. Oui. Oui, c'en est même parce qu'en fait, j'ai fait les mouvements que je vous ai montrés, c'est-à-dire les mouvements d'aller-retour sur chaque articulation. Et après, je divise ces données en deux parties, 90% pour l'entraînement et 10% pour la validation. Et du coup, c'est exactement les mêmes types de données. Il y a pas, j'utilise pas d'autres types de données avec une autre trajectoire spécifique. C'est exactement les mêmes jeux de données et bon, plutôt des tests, hein, on va dire. Oui. Euh, mhm, 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 mhm. Alors, je trouve très pertinente cette question et parce qu'en fait, on avait évalué d'autres types de trajectoires aussi. Alors, pour les, euh, les, les couplages entrée-sortie qu'on a définis, c'est-à-dire les variables distales en entrée couplées avec la direction de déplacement et retrouver en sortie l'actionnement nécessaire pour arriver à cette variable distale. Les trajectoires d'aller-retour séparées dans certaines conditions, ça nous a bien convenu, mais ça pose aussi une limitation de la méthode, c'est-à-dire si on essaye d'échanger la direction de déplacement dans des endroits au milieu de la courbe d'hystérésis, on retrouve d'autres types de limitations qui sont des surcompensations de l'hystérésis, parce que dans ce type d'hystérésis, on n'a pas que des backlash. Normalement, on a une espèce de zone non linéaire et après, complètement la zone morte, hein, les jeux mécaniques qui apparaissent. Et du coup, les choix de trajectoire peuvent nous permettre en fait de modéliser ou non ces zones à l'intérieur. Donc effectivement, les choix de trajectoire va avoir un impact, je dirais, sur aussi quel type d'entrée on utilise pour les modèles, hein. Donc si on voulait par exemple prendre en compte aussi la vitesse des déplacements, c'était quelque chose qu'on avait investigué s'il y avait un rapport entre la courbe, les courbes, les caractéristiques statiques et la vitesse des déplacements. Si on voulait prendre en compte ça, aurait fallu faire aussi des allers-retours avec des différentes vitesses. Donc, effectivement, il faut des trajectoires différentes. Du coup, à mon avis, oui, en fonction de la trajectoire, on peut apprendre des différents modèles. Et pour la validation, en fait, j'aurais dû peut-être changer les noms, hein, parce que c'est plutôt
l'erreur des testing, pas vraiment de validation, parce que la validation, on a fait avec les trajectoires 2D, 3D que je vous ai montré après, qui sont complètement différentes des celles utilisées pour l'entraînement. Donc, c'était peut-être une erreur, un mauvais choix des mots ici. Mais donc pour la validation, effectivement, c'est des trajectoires totalement différentes pour être sûr qu'on généralise bien hors du cadre de l'entraînement, qu'on n'est pas vraiment juste cadré par ces données utilisées pour l'apprentissage. Mais pour les testing, à mon avis, il faut quand même essayer de prendre en compte les données utilisées pour l'entraînement pour être sûr qu'on suit quand même les données qu'on utilise pour l'entraînement, qu'on ne va pas modéliser des choses au dehors, et qu'on ne va pas non plus modéliser les bruits, des choses qu'on n'envisage pas, qui viennent peut-être du système des mesures. Donc, voilà ma réponse à peu près. Savoir-faire, en quelle démarche, ça peut aussi être avantage. Mm -hmm. Une autre question remarque au niveau du sens, ça va Mm -hmm. être sur la modélisation. Donc là, il y a différents hystérésis principalement. Si j'ai bien retenu, mais dans les supérieurs, ce qui permet de modéliser l'hystérésis, ça, c'est la prise en compte du sens de la vie. Oui. Et alors là, c'est peut-être par frustration à ce niveau-là, c'est que dans souvent, c'est aussi ce qui se passe quand on utilise des techniques d'apprentissage automatique, c'est que du coup, c'est un peu une boîte noire et simplement c'est magique, ça marche très bien, mais voilà, justement, c'est pas magique. C'est pas magique parce qu'il ne suffit pas d'avoir un réseau de neurones pour apprendre tout et n'importe quoi, y compris, en réalité, c'est pas une fonction qu'on va apprendre. Et si on ne met pas en entrée de la fonction pour marcher, on a tout le sens de ça. Moi, je trouve intéressant aussi de bien, voilà, bien montrer aussi ce qu'on fait, cette démarche de qu'est-ce qui intègre et qu'est-ce qui permet, comment quand on enrichit le modèle, on va gagner pour prendre en compte tel et tel phénomène. Mm. Je ne sais pas, mais du coup, c'est vrai que là, toi, je pense, es utilisateur d'outils de réseau de neurones, donc je vais peut-être te poser la question de manière générale, quelle potentialité pour toi, justement, voilà, est-ce que tu vois ça comme, on va dire, une méthodologie totalement différente et quelles limites tu veux par rapport aux autres approches, et notamment dans l'utilisation que tu fais, dans la quelles limites un petit peu tu vois, est-ce que ça peut résoudre. À mon avis, un des principaux problèmes d'utiliser des techniques de machine learning en général, hein, pas que les zones neurones, mais en général, c'est vraiment, comme vous avez dit, cette approche boîte noire qu'on met des entrées, des sorties, pouf, ça marche ou ça marche pas. Et parfois, c'est très difficile à identifier la source des problèmes. Et c'est pour ça aussi qu'on a, dans les cadres de la thèse, on introduit les concepts des modélisations opaques. Donc, c'est les cas des boîtes noires. Comme vous avez dit, on a des entrées de sorties, mais c'est plutôt à l'approche des CHU qui font en lien direct entre l'espace des tâches et de l'actionnement, et des approches plutôt transparentes auxquelles on essaye quand même de guider les modèles et, euh, et, utiliser ces approches boîte noire juste dans des cas précis, par exemple, pour prendre en compte les non-linéarités très complexes qu'on n'arrive pas vraiment à identifier la source. Donc, à mon avis, c'est plutôt dans ces sens on arrive quand même à modéliser plein de choses, mais on n'arrive pas vraiment à maîtriser ce qu'on est en train d'apprendre. Et si jamais ça sort un peu du cadre de ce qu'on a appris, peut-être que ça ne marchera pas bien. Et avec les approches qu'on a identifiées, on arrive quand même à identifier plusieurs petites sources des problèmes qu'on peut apprendre séparément. Donc, à mon avis, c'est le principal avantage d'utiliser ces types de problèmes. La limitation, bien sûr, qui vient avec, c'est lié à ça. Mais les zones neurones, comme j'ai dit, c'est pas la seule façon d'apprendre. On a même utilisé une autre méthode, les Gaussian Process, auxquelles on donne déjà euh, des informations a priori. Donc, c'est quand même quelque chose d'intéressant de savoir. Parce qu'il y a un problème aussi des zones neurones pour les systèmes à câble. Si jamais on a besoin d'extrapoler
On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Parce qu'à ce moment-là, on n'a plus de données. Oui, tout peut se passer. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Par contre, avec les Gaussian process, dans ces cas, on sait que si jamais on a besoin d'extrapoler, on sait où ça va converger. Ça va vers les modèles cinématiques classiques, qui c'est quelque chose qu'on maîtrise un peu. Donc, à mon avis, il faut être prudent aussi dans les choix d'algorithmes à utiliser. Et, et ça dépend exactement de ce qu'on veut modéliser. Je vais, les remerciements, Florent vient d'en faire beaucoup, donc je vais me joindre à ces remerciements. Je vais pas les reprendre au complet, peut-être commenter. En particulier, beaucoup de plaisir à voir Tanguy aujourd'hui, qui est venu de Lyon. Tanguy est en France la personne qui a le premier travaillé sur la grande endoscopie. De le voir ici, même s'il ne travaille plus sur le sujet. Et en plus d'avoir accepté de faire le rapport, ça me fait très plaisir. Peut-être peut-être des dernières séances de thèse auxquelles tu as participé avant une retraite bien méritée. Donc merci Tanguy. Merci aussi à Brahim. Je ne sais pas si c'était la première thèse que tu rapportes à Strasbourg. Merci. Dommage effectivement que le Covid ne te permette pas de venir. C'est effectivement
aussi, pour Florent, un mot particulier, parce que, objectivement, moi, j'ai quand même été, c'était une direction de thèse, quand même, où j'étais pas hyper présent, on va dire, parce que, comme vous savez, je fais beaucoup d'autres activités, et puis je fais entièrement confiance à Florent. Et donc, du coup, d'ailleurs, j'espère que ce sera sa dernière soutenance sans HDR. On a obligé presque de force à s'inscrire à l'HDR l'année dernière. Maintenant, j'attends sa soutenance d'HDR. Et c'est évident que ce travail montre tout à fait les capacités de Florent d'encadrer une thèse complètement sans intervenant supplémentaire. Donc, bravo Florent, aussi d'avoir soutenu moralement notre intégrant d'aujourd'hui et ça a été un peu difficile. Alors, je voudrais le féliciter à la fin de ce travail. D'abord, je suis d'accord avec tout le monde, sa présentation était assez remarquable. Et d'ailleurs, c'est une qualité qu'il a depuis le début. Il a toujours fait des excellentes présentations, il a été pris sur des présentations, c'est vraiment son point fort, ce qu'il aime faire. Euh, alors, la rédaction du manuscrit, ça a été une vraie souffrance. Donc, inversement, autant à l'oral, la présentation orale, ça a l'air d'être facile, autant l'écriture, ça a été en fait, finalement, je dirais que c'était une victoire sur soi-même. On peut résumer la rédaction du manuscrit sur une victoire personnelle. Euh, et en fait, c'est toujours bien de gagner. Donc, parce qu'à partir de là, ce résultat d'aujourd'hui, ça va te rebooster complètement. Et puis, du coup, moi, j'ai des échos très positifs ton rôle d'enseignant à l'INSA. Hein. Je suis à la TER déjà depuis 1 an et demi. Donc, malgré le Covid, je fais ça par ailleurs très très bien. Moi, je suis persuadé que tu vas, à partir d'aujourd'hui, suivre un chemin de réussite et que ce jour est à marquer. Une pierre blanche. Donc, je te souhaite une bonne continuation, une carrière. À toi de choisir aussi si tout va bien. C'est évident que tu as des nombreuses qualités et qu'il faut que tu t'appuies dessus pour la suite. Bravo encore. Merci, Christophe. Je te prends la parole. Edouard. Moi, je vais changer ici. Pour remercier tous ceux qui t'ont aidé en dehors de tes encadrants. Oui. Pour finir cette thèse, on a plusieurs dans cette salle.
Le rapport est très peu finalisé.